Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour un nouveau journal sur Monaco Info. Au sommaire, aujourd'hui, ils ont été en première ligne lors de la crise du coronavirus. Comment les sapeurs-pompiers de Monaco ont-ils géré cette période? Et maintenant que la vie a repris, comment préparent-ils la saison estivale? Nous serons avec le chef de corps des sapeurs-pompiers de Monaco, le lieutenant-colonel Norbert Facio. Le confinement a mis en lumière plusieurs outils à la transition énergétique. On pense par exemple au télétravail. Cette période aura également impacté positivement nos modes de consommation. Nous en parlerons avec notre invitée, la directrice de la mission pour la transition énergétique, Annabelle Gégeur-Sédou. Dans ce journal également, la culture reprend ses droits au Fort Antoine. Mais avant d'y revenir, le point info avec Frédéric Elion. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. On commence ce point info par une information qui est tombée aujourd'hui. Le groupe Monacair annonce via un communiqué être contraint d'annoncer un plan social en raison de la crise du coronavirus. Leader du transport de passagers par hélicoptère en France et à Monaco, Monacair a connu, je cite, une baisse soudaine et brutale de ses activités. S'il reprenait cet été, le trafic aérien serait inférieur à plus de 75% par rapport à 2019. La reprise s'annonce longue et le groupe pourrait retrouver seulement 50% de son activité d'ici 2021. Toujours selon le communiqué, malgré les apports en trésorerie réalisés par la maison mère, la cession d'actifs et les efforts de l'État en matière de chômage partiel, le groupe se voit contraint d'annoncer un plan de restructuration portant sur 32 salariés concernant les postes d'agents au sol, de billetterie et trafic, de pilotes et de personnel administratif. Pas de nouveaux cas positifs au Covid-19 au collège Charles III. Effectivement, Émilie, rappelez-vous, jeudi dernier, le 2 juillet, un jeune résident de la Principauté, élève de 6e au collège Charles III, avait été testé positif au Covid-19. Il avait été contaminé par un membre de son foyer familial qui revenait d'un déplacement extra-européen. Conformément au protocole sanitaire observé par les autorités monégasques et afin de s'assurer qu'aucune transmission n'ait pu toucher ses camarades et ses enseignants, 5 professeurs et 11 camarades de classe ont été testés. Les résultats des tests sont tombés, tous sont négatifs. En attendant, ceux de 2 enseignants résidant en France. L'enquête épidémiologique avait également démontré que le jeune avait joué au basket à Cap d'Aille. Ses coéquipiers ont été testés et tous les camarades de basket résidant à Monaco sont également négatifs. On connaissait la date de reprise du championnat de Ligue 1. On connaît désormais, Frédéric, le premier adversaire de l'AS Monaco. Et oui, Émilie, le calendrier complet de Ligue 1 a été dévoilé dans l'après-midi. L'AS Monaco accueillera Reims en ouverture de championnat avant de se déplacer à Metz pour le compte de la 2e journée. Parmi les dates à retenir et les affiches à ne pas rater au Stade Louis II, réception du Paris Saint-Germain le 22 novembre, de Marseille le 24 janvier. Les Rouges et Blancs recevront Nice en semaine le 3 février prochain pour le derby et Lyon le 2 mai à l'occasion de la 35e journée. Et on reste au Louis II, mais pas sur la pelouse, sur la piste qui l'entoure. Nous vous en avions déjà parlé sur Monaco Info. La piste qui accueillera les athlètes le 14 août prochain à l'occasion du meeting Hercules fait peau neuve. Nouvelle étape aujourd'hui avec la pose du tartan. Merci Frédéric. Et puis l'autre information importante du jour concerne l'affaire Rybolovlev. La Cour de cassation a confirmé la façon irrégulière dont a été conduite la procédure dans le cadre de la plainte pour escroquerie. Qu'est-ce que cela signifie concrètement, Patricia Navarro ? Alors ce que l'on peut dire, Émilie, avec ce nouveau développement dans cette affaire, c'est que ce dont on est certain, c'est qu'avec cette décision, finalement, il n'y a ni perdant ni gagnant. En confirmant l'irrégularité de la procédure, ou tout du moins l'irrégularité de la façon dont elle a été conduite, la Cour de cassation ne se prononce toujours pas sur le fond du dossier. Elle confirme aujourd'hui une décision qui avait déjà été prise en décembre dernier par la Cour d'appel, qui avait considéré que la conduite de l'enquête n'avait pas été tout à fait impartiale. Mais elle ne se prononce ni sur l'escroquerie, ni sur la compétence. En d'autres mots, elle ne dit pas si oui ou non il y a eu escroquerie, ou si oui ou non le fait que ce dossier soit ouvert à Monaco était recevable ou pas. En résumé, ce n'est que de la forme et non pas du fond. Avec cette décision, la seule chose dont on est sûr dans cette affaire, c'est que ce n'est pas la justice monégasque qui se prononcera sur l'escroquerie. La procédure à Monaco est close. C'est une affaire qui rebondira peut-être ailleurs, peut-être même en Suisse, où la principale plainte pour escroquerie, déposée par Dimitri Rybolovlev contre le marchand d'art Yves Bouvier,
et toujours d'actualité. Vous connaissez l'expression consacrée, Émilie, affaire à suivre. Merci Patricia pour toutes ces explications. Courage, dévouement, sacrifice, c'est la devise des sapeurs-pompiers de Monaco. Plus que jamais, ils ont été mobilisés pendant la crise du coronavirus, montrant ainsi leur polyvalence. Nous sommes justement avec le chef de corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Bonsoir Norbert Facio. Bonsoir Émilie. Comment les sapeurs-pompiers de Monaco ont géré cette crise ? Eh bien, les sapeurs-pompiers de Monaco, pour gérer cette crise, évidemment, ils se sont préparés. Donc, souvent, on nous appelle un peu les empêcheurs de tourner en rond parce qu'on pense toujours au pire. Et effectivement, pour penser au pire, il faut se préparer à l'avance. Donc, ça fait des années que nous nous préparons et les crises précédentes, notamment des différents virus, la grippe H1N1, y compris d'ailleurs les poutres d'anthrax à l'époque, nous ont fait évoluer dans nos procédures et donc on a mis en place et on s'est adapté aussi à la situation petit à petit. Vous étiez en première ligne pendant cette crise. Est-ce que les interventions se font toujours avec autant de précautions aujourd'hui ? Alors, à ce jour, les interventions Covid sont un peu plus limitées. Cette procédure est un peu moins appliquée parce qu'il y a moins de cas, évidemment. Mais ceci dit, de toute façon, dans tous les cas, c'est-à-dire même les personnes asymptomatiques, nous prenons des précautions, car comme vous le dites, nous avons été en première ligne, et la première ligne, effectivement, elle est très importante, parce que si, par malheur, les sapeurs-pompiers de Monaco, qui sont les vecteurs de transport au CHPG des différents malades, avaient été contaminés, bien évidemment, ça aurait posé un problème important. Dans une précédente interview, le colonel Tony Varro nous disait que l'activité des sapeurs-pompiers de Monaco était liée à l'activité économique du pays. Est-ce que vous nous confirmez cela ? C'est sûr que si l'activité humaine s'arrête, inévitablement les interventions diminuent et donc nous avons subi une baisse environ 30% des interventions habituelles. Ceci dit, ça ne veut pas dire que parce que les interventions courantes ont diminué, que le corps sapeurs-pompiers n'a pas été en mouvement et ne s'est pas adapté à la crise. Bien au contraire, nous avons mis pas mal de choses en place et ça nous a occupé pas mal de temps. Vous avez été également, on va dire, l'un des éléments majeurs pour notamment la campagne de dépistage ou le centre d'appel Covid. Alors effectivement, donc les militaires du corps ont participé à toutes ces actions, en initiant les procédures et puis en se servant aussi des différents outils professionnels que nous avons et mis à disposition, donc que ce soit du centre d'appel, que ce soit du centre de suivi médical, mais aussi dans le cadre du dépistage de la population. Donc métier polyvalent qui s'adapte à beaucoup de choses. Et maintenant, Norbert Facio, est-ce que l'activité a repris de plus belle avec le déconfinement, avec l'été, cette période qui est toujours qualifiée dense ? L'activité, je dirais, elle n'est pas repartie de plus belle, comme vous dites, parce que c'est pas encore, on n'a pas encore retrouvé les niveaux des années précédentes, mais effectivement, l'activité est repartie à la hausse, puisque qui dit activité humaine dit augmentation des risques, donc activité sapeurs-pompiers. Et comment se passe la vie en caserne ? Est-ce que les pompiers sont masqués ? Est-ce que l'on respecte là aussi la distance physique ? On a restructuré la vie collective, on va dire. Donc on s'est adapté au niveau du sport, au niveau de la restauration, au niveau des manœuvres, de la formation des acquis. Et donc les choses sont toujours en vigueur à l'heure actuelle, puisqu'il n'est pas question de se relâcher. J'exhorte même tous les gens à faire très attention, que ce soit en interne ou que ce soit à l'extérieur. Quand on voit ce qui se passe en hémisphère sud, on peut se poser des questions pour l'avenir. Ceci dit, donc je suis toujours vigilant, nous sommes toujours vigilants, j'ai des personnels qui appliquent et qui sont des professionnels, donc qui appliquent les mesures à la lettre et donc nous faisons très attention. L'objectif de base que nous étions assignés, c'est-à-dire que le virus ne rentre pas, il ne faut absolument pas qu'il rentre, même avec le déconfinement. Merci beaucoup Norbert Facio d'avoir été avec nous. Merci à vous Émilie, bonne soirée. Avant de parler transition et efficacité énergétique avec notre prochaine invitée, Annabelle Gégeur-Sédou, coup de projecteur sur des actions anti-gaspillage qui visent à réduire nos déchets. Sandrine Nègre a pu rencontrer la fondatrice d'une plateforme qui rassemble plusieurs commerces de la Principauté.
Chaque geste compte, toutes les contributions sont les bienvenues, y compris les plus petites pour limiter l'impact négatif de l'homme sur notre Terre. Alors au quotidien, des initiatives se multiplient pour diminuer au maximum nos rejets, surtout depuis cette étude qui livre un nombre inquiétant. Dans l'Hexagone, la quantité de déchets alimentaires s'élève à 10 millions de tonnes par an. Le principe simple repose vraiment sur la mise en relation entre des commerçants qui souhaitent s'engager dans une démarche éco-responsable liée au zéro gaspillage, avec des consommateurs conscients des enjeux de la planète et qui souhaitent faire des économies sur leurs courses sans perdre sur la qualité. Après le site et la page Facebook, d'ici le mois de septembre, une application verra aussi le jour. Objectif, faciliter encore et toujours les démarches pour limiter le gaspillage. Donc si je suis commerçant, je crée un compte vendeur, ce qui va me permettre de poster mes offres anti-gaspillage. Et puis si je suis consommateur, je crée un compte utilisateur, ce qui va me permettre de sauver des produits. Et puis une fois que la commande a été validée, je vais recevoir un mail de confirmation avec lequel je me rends au magasin pour pouvoir récupérer mon achat à l'heure indiquée sur la fiche produit. Et la fondatrice de cette plateforme anti-gaspillage était l'une des intervenantes des 4e rencontres de la transition énergétique organisées par la MTE. Bonsoir Annabelle Gégeur-Sédou. Bonsoir. Un mot tout d'abord sur ces rencontres de la transition énergétique. Quel est le but de ces rencontres ? Bien, c'est un rendez-vous trimestriel que nous organisons en présence du conseiller ministre Marie-Pierre Gramaglia, qui a un objectif, celui de montrer, d'illustrer la dynamique qui est en cours en faveur de la transition énergétique. Et le confinement, d'ailleurs, a permis de mettre en lumière des outils de la transition énergétique. C'est vrai que le confinement n'a pas eu que des effets négatifs. Il y a clairement des outils qui ont été mis en place, déployés, ou surtout dont on s'est saisi. Ils existaient déjà, mais de façon beaucoup plus efficace et plus large qu'avant. Et je pense qu'en effet, on a fait un pas de géant sur notamment 3 sujets. Le sujet du télétravail. 2 jours de télétravail, c'est moins 10 de son bilan carbone individuel, donc c'est tout à fait significatif. 2e pas de géant, la dématérialisation. Une loi numérique qui propose la signature électronique, qui est en train aussi doucement de se mettre en place. Donc, on a les outils, on s'est rendu compte qu'on pouvait très facilement se passer du papier. Et si vous le permettez, j'en vois quand même un 3e, c'est celui de la mobilité. Et je pense que, peut-être, beaucoup d'entre nous sommes plus prêts qu'avant à adopter une mobilité douce dans la ville. Et c'est pour ça que, là aussi, le gouvernement qui déploie de nouvelles voies vélo, apporte une réponse très concrète à ces attentes qui, j'espère, vont se concrétiser. Plusieurs prises de conscience justement sur notre mode de vie pendant ce confinement. On parle énergie, mais il y a également aussi des initiatives qui se sont mises en place au niveau gaspillage alimentaire. C'est vrai aussi qu'on s'est plus rapproché de nos producteurs locaux et puis on essaye de consommer mieux. Oui, bien sûr, là, je crois qu'il y a en effet une grosse prise de conscience. Quand les frontières se ferment, on comprend que ça devient plus compliqué. Je crois que ça c'est beaucoup, en effet, ils sont passés. Nos agriculteurs locaux qui entourent la principauté ont été bien sollicités. J'espère qu'ils le resteront. Et je crois que beaucoup sont prêts à jouer le jeu d'une relance économique qui passe par la relance d'un commerce local. Je pense qu'il est temps de s'interroger sur la provenance, sur le coût carbone de ces consommations. Et finalement, est-ce que sur beaucoup des choix qui nous sont proposés, est-ce qu'on n'a pas une alternative locale? Et j'ai l'impression que beaucoup ont pris ce pas. Et quels sont les gestes qu'il serait bon de conserver aujourd'hui ? On se rend bien compte aujourd'hui que si on veut réduire notre impact énergétique et environnemental, il s'agit plus simplement de trier, il faut trier, mais il faut surtout réduire à la source. Alors peut-être que les uns et les autres, on s'est plus aperçu qu'avant, quand on était confinés, de la production de déchets que l'on peut avoir, et peut-être de s'interroger sur chacun d'entre eux. Est-ce qu'il n'y a pas une alternative? Est-ce qu'il n'y a pas du réutilisable? Est-ce qu'il n'y a pas une façon de choisir son alimentation en vrac, ou de venir avec ses propres contenants? Je pense que le temps du Covid a été un temps intéressant pour s'interroger sur ces pratiques, et en tout
cas, aujourd'hui, que ce soit avec le pacte national ou que ce soit avec les commerçants engagés dans la démarche commerce et resto engagés, c'est vraiment des pratiques sur lesquelles on réfléchit pour les faire perdurer. Annabelle Gégard-Sédou, on a beaucoup parlé de transition énergétique et moins d'efficacité énergétique. C'est un point important, notamment dans la construction durable, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est vrai que la construction, durable, c'est un enjeu majeur dont beaucoup des acteurs de la principauté, voire la totalité se sont largement saisis, d'autant qu'il y a une réglementation aujourd'hui, posée sur la table qui les oblige à une grande efficacité énergétique. Mais la construction, c'est 1 du bâti qui est renouvelé chaque année. Donc l'enjeu, c'est le bâti existant, sa rénovation ou sa façon de vivre dans ce bâti existant. C'est un sujet, pour les acteurs de la construction et de la rénovation, que l'on adresse, et avec lequel on travaille à travers un label, qu'on a mis en place avec eux, et ce référentiel a été défini par les acteurs du bâtiment et pour eux. Il s'appelle le Bâtiment durable méditerranéen de Monaco, BD2M. Et au niveau du gouvernement également, il y a un réel engagement. On peut parler par exemple de la boucle thalassothermique qui va être installée. Ça, c'est un projet vraiment, phare de la transition énergétique porté par le gouvernement. Phare, pourquoi? Parce il est structurant. Il s'agit vraiment de développer une infrastructure pour apporter, les calories, les frigories de la mer, pour, chauffer et refroidir nos bâtiments. C'est une technologie, parfaitement maîtrisée à Monaco puisqu'on a déjà 80 pompes à chaleur sur haute mer. On a déjà une boucle dans le quartier de Fontvieille. Donc on a un savoir-faire, public et privé sur ces sujets, très très fort. C'est vraiment, un levier impactant de notre objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, puisque d'ici 3 ans, on aura diminué ces émissions de 7 grâce à ces boucles et grâce surtout aux bâtiments qui vont s'y raccorder. Merci beaucoup Annabelle Gégard-Sédou d'avoir été avec nous pour faire le point justement sur toute cette transition énergétique et efficacité énergétique ensemble. Avec plaisir, merci. C'est un moment que beaucoup de personnes attendaient avec impatience. La culture a repris ses droits au Fort Antoine. Dernièrement, Françoise Gamerdinger, directeur des affaires culturelles, évoquait sur notre antenne la programmation de la 50e édition. Une programmation en 2 temps. Vanessa Dessy, vous avez assisté au premier rendez-vous de la saison. Et oui, en 2 temps, car nous découvrons ce soir les invités du fort qui convie différentes institutions culturelles de la Principauté, composées de 10 soirées et avec en ouverture les rencontres philosophiques de Monaco. Lecture et réflexion sont proposées à un public impatient de retrouver la culture en Principauté. Je crois que nous sommes particulièrement heureux et émus de retrouver ce public. Nous avons tous traversé un moment, une période difficile, douloureuse, complexe, et nous avons été un petit peu coupés de ce public. Et donc voilà, aujourd'hui, non seulement on retrouve notre public, mais je crois qu'on relance un petit peu les réflexions et nos interventions dans l'espace public monégasque. Moi, ça me rappelle au fait le tout début des rencontres philosophiques de Monaco, parce que quand on s'est engagé dans les rencontres philosophiques, ici, il y avait derrière tout ça toute une idée de l'engagement. Et ce soir, nous allons parler de l'engagement, de comment se réengager par rapport à ce que nous avons vécu. Les invités du fort se poursuivront le vendredi 10 juillet. L'Opéra de Monte-Carlo s'invitera dans ce lieu exceptionnel avec un concert des 3 ténors, Le Soleil de Naples. Et après les invités du fort, c'est la saison théâtre qui prendra le relais à partir de la mi-août. Merci Vanessa. On passe au point info pratique avec vous, Frédéric Elion, et cette nouvelle que les amateurs de philatélie apprécieront. Oui, l'Office des timbres de Monaco procédera le 3 août à la mise en vente d'un timbre spécial consacré aux 50 ans du théâtre du Fort Antoine. Cet ancien bassin guerrier, construit au XVIIIe siècle par le prince Antoine Ier, est devenu depuis 1970 le temple d'un théâtre vivant et éclectique. Le timbre sera en vente à l'Office des timbres, au Musée des timbres et des monnaies, dans les bureaux et postes et guichets philatéliques de la Principauté.
La ludothèque de Monaco propose de découvrir en vidéo le tutoriel pour réaliser le kit Loto des dinosaures. Oui, chaque mercredi durant l'été, la ludothèque de Monaco propose des ateliers pour les enfants. Et vous pouvez retrouver sur Internet les tutoriels de chaque session et activité proposée. Celle du mercredi 8 juillet est en ligne, le Loto des dinosaures. Le PDF est à télécharger sur le site de la médiathèque de Monaco. Et j'ai hâte de voir, Émilie, à quoi va ressembler votre tyrannosaure. Mais je suis même prête pour une partie, Frédéric. Du nouveau, du côté du meeting Hercules, les organisateurs viennent de confirmer la présence de 4 nouveaux athlètes pour l'épreuve monégasque de la Diamond League. Oui, après Pascal Martino-Lagarde, médaillé de bronze aux mondiaux de Doha sur 110 mètres haies, Joshua Cheptegei, recordman du monde du 5 km et champion du monde en titre, ou encore Sifan Hassan, la championne du monde du 1500 et du 10 000, les organisateurs du meeting Hercules ont validé la présence le 14 août au stade Louis II de Mondo Duplantis, la nouvelle star de la perche, récent recordman du monde, de Noah Lyles, médaillé d'or sur 200 et 4x100 à Doha, et de la championne du monde du 800 mètres, Halima Nakai, et de la recordwoman d'Europe du 5000 mètres en salle, Constance Kloster-Alphen. Merci Frédéric, on se retrouve dans quelques instants pour les prévisions météo, mais avant cela, il est l'heure du best-of des réseaux sociaux. Une performance de haute voltige. On retrouve Frédéric Elion pour faire un point sur la météo. Frédéric, quelle est la tendance pour vendredi ? Et oui, les journées se suivent et se ressemblent, Émilie. Encore une belle journée estivale vendredi avec du soleil et 23 degrés au thermomètre dès 9h du matin. L'après-midi, le soleil fera toujours la loi, même si quelques passages nuageux sont prévus. Côté température, la maximale sera de 25 degrés. Pour les amateurs de plage et de baignade, l'eau sera à 24 degrés. Le soleil se lèvera à 5h57 pour se coucher à 21h14. Vendredi 10 juillet, nous fêterons les Ulrich. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. C'est devenu une tradition. On se quitte en images avec les photos de Michael Alési, avec aujourd'hui des clichés en lien avec l'un de nos invités du jour, Norbert Facio, et ce focus sur les sapeurs-pompiers. À demain pour un nouveau JT sur Monaco Info.